626e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors il y a une photo qui a été prise sous l'Arc de Triomphe à l'occasion de la prise de fonction du nouveau chef d'état-major des armées qui a amené de votre part une réaction assez vive. Vous êtes dite choquée. On voit actuellement cette photo à l'image. Est-ce qu'on peut y revenir? Ah, j'étais très choqué. Écoutez, la flamme de l'Arc de Triomphe, la flamme du soldat inconnu symbolise 1 500 000 morts de la guerre de 14-18, évidemment suscite un respect, je dirais, hiératique. Et de voir ce général encadré d'un jeune homme noir en t-shirt bras nus et une jeune femme noire avec un voile islamique, j'ai été scandalisé. Quand j'ai élargi l'image, j'ai vu des généraux qui se tenaient par l'épaule, absolument comme des boy scouts. Je trouvais ça absolument extravagant. À quoi vous attribuez ça? Parce que j'imagine que quand vous étiez officier de Légion étrangère, officier parachutiste, on ne se comportait pas comme ça. Ça aurait été mal vu. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est évident que sans avoir un respect totémique pour les signes extérieurs de la discipline, le respect est à l'origine même de l'hommage que l'on rend à ceux qui sont morts pour la patrie, symbolisé de façon absolument solennelle chez nous par cette flamme permanente qui brûle sous l'Arc de Triomphe et qui doit être entourée bien sûr de toutes les formes de respect qu'il l'a toujours été, sauf par quelques voyous quelquefois lors des manifestations. Mais là, de façon solennelle, se prêter à une espèce de mascarade extravagante qui veut prouver je ne sais quoi. Encore une fois, l'ouverture d'esprit du gouvernement, mais quand elle s'accompagne d'attitudes militaires de haut grade qui se conduisent absolument de façon incroyable, je dois dire que ça m'a scandalisé. Plus que choqué, encore scandalisé. Il s'agit du nouveau chef d'état-major des armées. C'est un premier geste. Oui, le moins qu'on puisse dire. Mais je ne sais pas s'il a entendu d'autres balles siffler que des balles de tennis, lui. Alors, il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, le 14 juillet, vous aviez déjà eu une sorte de petit sentiment de tristesse en regardant ce défilé. Oui, le défilé était classique. Hein. C'était vraiment pour une fois des militaires qui défilaient. On ne faisait pas défiler les infirmières, les secrétaires de bureau, etc. Mais enfin bref, c'était assez triste, en effet. Il n'y avait pas de population autour, pas d'applaudissements. Et puis, cette espèce de toujours volonté de créer des espèces de ballets, un spectacle de la garde républicaine, très bien réalisé d'ailleurs, mais qui était là comme un cheveu sur la soupe, si j'ose dire. Là aussi, le défilé militaire du 14 juillet répond à un certain nombre de règles, à la fois éthiques, esthétiques. On ne retrouve pas cette ambiance. Peut-être aussi la personnalité de M. Macron tenait à la civiliser, cette armée, qui sait. Alors, on ne quitte pas tout à fait le domaine militaire. Le président de la République, Emmanuel Macron, se trouvait ces jours-ci en Polynésie. Et il a traité du sujet des essais nucléaires français pendant de longues années dans cet espace maritime, avec éventuellement la contamination nucléaire d'une partie de la population, avec peut-être des indemnisations à envisager. Tout cela a déjà beaucoup traîné. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette intervention? Parce qu'après tout... D'abord, je l'ai vu déguisé en pot de fleurs, oui, qui là-bas est assez classique. Ça ne m'a pas scandalisé. En revanche, son discours sur les responsabilités nucléaires du gouvernement, quand il est précisé que c'est une affaire intérieure, que nous n'avions pas d'excuses à faire, la France ne fait pas d'excuses à la France. Bon. Mais il est certain qu'il y a eu, s'il y a eu des dégâts, c'est possible.
ils sont quand même maintenant très anciens. Et les victimes ont témoigné d'une grande longévité. Les derniers tirs datent de 1996. Les derniers tirs, 96. 96. Les 3 derniers tirs qui ont été effectués au début du premier mandat de Jacques Chirac. François Mitterrand les avait suspendus. Il manquait pour atteindre la modélisation, c'est-à-dire pouvoir développer... Des tirs sous-marins, je crois. Des tirs sous-marins, oui. Oui, je ne sais pas quelles en sont les conséquences à proprement parler, mais on peut toujours imaginer que c'est possible. Et s'il y a eu, bien sûr, des dégâts, il convient de les réparer. Et de les indemniser. Et de les indemniser. Rien que de très normal, ça ne justifie pas une mobilisation générale. Alors il semblerait qu'on ouvre certaines archives pour permettre de faire exactement le point sur ce que l'on savait ou ce que l'on ne savait pas des conséquences de ces essais à l'époque. Eh oui. Il est certain que l'énergie nucléaire, parce que ça a été à la source de la force de frappe, mais aussi des centrales nucléaires civiles, c'est-à-dire c'est une ère nouvelle qui s'est ouverte, et il est certain que ça comporte toujours des risques et que ceux-ci doivent être assumés évidemment par la collectivité qui en profite. Alors, on est à la marge de ces questions concernant l'énergie, puisqu'on parle de nucléaire. Il y a ce débat qui commence à s'envenimer réellement autour de la question des parcs d'éoliennes et de leur installation en France, avec un cas assez exemplaire qui concerne la Bretagne, c'est la baie de Saint-Brieuc, où il semble que l'implantation d'un champ d'éoliennes en pleine mer commette beaucoup de dégâts. Les pêcheurs luttent pour arrêter ces travaux. Cette histoire d'éoliennes est une affaire mirobolante. Enfin, alors, il y a là des engins qui sont inesthétiques, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout quand ils sont regroupés, et qui produisent une électricité 2 fois ou 3 fois plus coûteuse que celle qui sort des centrales ordinaires, et on prétend les multiplier en France, et ceci contre la volonté des populations. Je trouve ça absolument extravagant. Je crois qu'il faut mettre fin à l'implantation des éoliennes dont le mérite économique est loin d'être démontré et qui peuvent être remplacées par autre chose. Nous sommes gros producteurs d'électricité. Et il y a d'autres pays que nous qui ont des centrales qui, elles, fonctionnent au charbon, etc., et des centrales électriques, et qui ne subissent pas ce genre de pression, alors que nous, il y a là une volonté évidente de, comment dirais-je, de politiser le sujet. Je crois que moi, personnellement, je suis un adversaire résolu des champs d'éoliennes, et d'ailleurs de l'éolienne tout court. Je considère que peut-être dans son jardin, on peut en avoir une pour faire fonctionner le chauffage de sa piscine. Je ne sais pas si ça marche d'ailleurs, mais je dois dire que ces espèces de grandes ailes dont on n'a jamais d'ailleurs présenté le coût réel, qui n'est pas seulement celui de leur création, de leur implantation, mais aussi celui de leur entretien et de leur remplacement, de leur démontage plus tard, quand il faudra les remplacer ou les supprimer. Il y a là une énigme que les parlementaires devraient avoir l'occasion de créer une commission d'enquête qui nous renseigne complètement sur le sujet. Il semble qu'il y ait eu un lobbying extrêmement efficace en faveur des éoliennes, avec toutes sortes d'arrière-pensées économiques qui n'ont rien à voir avec le bilan carbone ou carboné que l'on prétend essayer de réduire par ce moyen. Il y a quelque chose de mirobolant dans cette affaire. Alors, un petit mot quand même sur la pandémie et le fameux pass sanitaire qui semble maintenant véritablement soulever la colère d'une partie de l'opinion, une opinion diversifiée d'ailleurs, disent les enquêtes. On fait le parallèle parfois avec le mouvement des Gilets jaunes, mais il semble que ce soit d'une autre nature, avec des publics beaucoup plus variés. Quelle est votre attitude vis-à-vis du pass sanitaire ? Oui, je dois dire que la multiplication des moyens de contrôle de la population est quelque chose d'inquiétant. Bien sûr, la nécessité de lutter contre la pandémie est primordiale, mais elle ne doit pas s'accompagner
d'un environnement administratif qui laisse penser que un certain nombre de gens souhaitent encadrer la population de façon de plus en plus sévère et retirer quelques libertés qui nous restent. Il faut être extrêmement prudent sur le sujet, et dans la mesure où c'est une facilité, je crois qu'il n'est pas nécessaire de le rendre obligatoire. Vous pensez que c'est sous la responsabilité de chacun, au fond, de savoir ce qu'il a à faire, et que ce n'est pas au pouvoir public de renforcer les contrôles? Il faut convaincre plutôt que vaincre. Encore faut-il que l'exemple soit donné par ceux qui sont responsables en général. Alors, il peut y avoir un effet indirect. Vous savez qu'il y a des centaines de milliers, peut-être millions de fausses cartes vitales qui circulent en France. Le lien que l'on peut faire entre ce pass sanitaire et l'identification des cartes vitales en action ou pas peut peut-être donner lieu à l'établissement d'un intéressant fichier. Ça peut être intéressant. Et tout mal porte un bien, dit-on. Eh bien, espérons que ça nous rapportera au moins ça, parce que je crois que ça nous coûte des milliards. C'est cette espèce d'escroquerie de la sécurité sociale à la sécurité sociale. Peut-être même des dizaines de milliards. Oui, alors dans ce cas-là, oui, dans ce cas-là. Mais on peut peut-être se passer des éoliennes et faire le contrôle quand même. Un petit mot peut-être des Jeux Olympiques, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe à Tokyo? Je m'efforce toujours de chercher le spectacle des Jeux Olympiques. Ce sera plus intéressant peut-être cette semaine, la semaine prochaine, parce que ça va être l'athlétisme. C'est plus visible que les différentes activités un petit peu hétéroclites qui sont celles de la première semaine. Mais je suis toujours passionné par la réalisation majestueuse et internationale de l'idée géniale de Coubertin, dont je m'honore, je l'ai raconté, je crois déjà, d'avoir éroncé la tombe du cœur qui se trouve dans le Péloponnèse, en Grèce, à Olympie. J'ai fait ça, il y a plusieurs années de guerre, donc personne ne s'en était occupé. J'ai vu cette petite tombe entourée de grilles, comme les tombes d'enfants, vous savez. Et alors j'ai nettoyé ça, je l'ai mis propre. Pierre de Coubertin, j'étais membre du comité directeur de Pierre de Coubertin. Oui, il y a quelques décennies de cela. Comment? On peut le rappeler au moins une fois tous les 4 ans, cela, que vous avez été impliqué dans l'existence du comité français Pierre de Coubertin. Oui, absolument, mais il y a longtemps. Alors vous savez qu'on commence à se demander si les Jeux Olympiques sont toujours aussi populaires qu'avant et s'il ne faudrait pas peut-être en remettre en cause l'existence. Moi je trouve que c'est quelque chose d'irremplaçable. Il ne faut pas supprimer surtout les Jeux Olympiques. C'est une confrontation mondiale des jeunesses du monde que je trouve tout à fait exaltante en ce qui me concerne. Je trouve ça merveilleux, cet effort, cette tension vers le mieux, toujours plus haut, plus vite, et plus, je me souviens plus de la formule complète. En tout cas, dans 3 ans, vous pourrez vous en rapprocher beaucoup plus, puisque normalement c'est à Paris, en 2024. 2024, oui. On fait 2020 actuellement. On fait 2020, oui. C'est l'effet Covid. C'est l'effet Covid. Je voulais vous interroger sur un sujet qui n'a pas grand-chose à voir avant de terminer, mais vous avez peut-être remarqué, il y a une quinzaine de jours, la une de Paris Match consacrée au souvenir de l'assassinat du président Kennedy, avec l'annonce d'un nouveau film et peut-être de révélations concernant les auteurs de cet assassinat. Voilà, pratiquement 70 ans maintenant, et toujours ce même mystère. Alors quand on parle de complotisme et de fake news, il semble quand même qu'il y ait des sujets sérieux qui s'y prêtent. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Dallas? Vous avez une idée, vous? Ah non, je ne sais pas du tout. Je sais que différentes hypothèses ont été émises depuis des dizaines d'années. Un certain nombre de gens ont été d'ailleurs jugés, même condamnés. Certains sont morts. On les a tués avant les jugements, généralement. On les a tués avant, oui, c'est plus sûr. Mais il y a quelque chose de mystérieux, notamment dans l'assassinat d'un chef politique de cette dimension. S'il y a des nouveautés, ça m'étonnerait qu'elles se révèlent à travers un film. Enfin, après tout, attendons, nous
verrons bien. À un moment où on parle beaucoup de Great Reset, vous savez, la grande réinitialisation, et qu'on accuse les gens qui parlent de ça de complotisme, l'affaire Kennedy peut donner une petite idée sur ce que peut faire un État en matière de dissimulation de preuves sur un fait historique majeur. Ce ne serait pas le seul mystère de l'histoire. Alors, il n'y avait pas que la flamme des Jeux Olympiques cette semaine, il y avait aussi la remise des flammes à Saint-Cloud. On va en voir une image. Oui, peut-être un petit mot de cette cérémonie. À flamme, flamme et demie. C'est-à-dire qu'il y a une décoration du Front National qui s'appelle la flamme d'honneur, dont j'ai la possibilité d'assurer la remise, car je suis, et les tribunaux me l'ont reconnu, le président d'honneur du Front National. Et c'est à ce titre que grand maître, en quelque sorte, de l'ordre, j'ai remis à une dizaine, quinzaine d'impétrants la flamme d'honneur du Front National, parmi eux un certain nombre de mousquetaires qui assurent fidèlement ma garde, bien qu'ils n'y soient pas astreints, autrement que par leur fidélité et leur dévouement. Alors pour les Flammes d'honneur, il y aura des rendez-vous importants l'année prochaine, le 50e anniversaire de la création du Front, 1972. En octobre 22, oui. Nous allons faire ça si Dieu nous prête vie. Et puis un autre anniversaire auquel il faudra rendre hommage peut-être, le 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Ah bah oui, ça va se correspondre. Une grande année en quelque sorte. Excellent cru en perspective. Eh bien nous allons nous préparer à ces anniversaires. Alors deux lectures. Une, je pense que vous l'avez reçue très récemment, c'est le livre d'Alain Soral, Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité, c'est un essai aux éditions Contre-Culture. Oui, alors c'est un... D'abord, Alain Soral, nous le savons, est un penseur français persécuté, contraint à l'exil, mais ce qui ne l'empêche pas d'écrire, heureusement, je crois qu'il en est à son 10e ouvrage, un ouvrage Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité. Et alors, c'est en effet une critique très pointue de cette valeur qui est en quelque sorte proclamée en toutes circonstances entre la liberté et la fraternité, et dont Alain Soral va démontrer quelle est la source d'inégalité profonde. Et c'est un livre extrêmement intéressant parce qu'après, il y avait l'Empire, n'est-ce pas, comment comprendre l'Empire, et que maintenant, comment comprendre l'époque. Et ça, c'est un ouvrage clé dont je conseille même la lecture à nos amis, avec une petite pensée pour Alain Soral dans les monts helvétiques où il est réfugié. Mais d'où il vient un petit peu tout de même, je veux dire qu'il n'est pas complètement... Sur les bords. Et puis alors un ouvrage qu'on vient de vous offrir, L'Orient sous l'occupation. Alors ça, vous connaissez bien, puisque vous avez vécu l'occupation, et l'Orient, absolument. Vous en avez entendu le bombardement. Alors là, l'Orient sous l'occupation, d'abord... Il s'agit de la ville de Lorient, pas Lorient. La ville de Lorient, c'est ça. En Bretagne. La ville de Lorient a été entièrement détruite par 2 bombardements incendiaires en 1943. Janvier, je crois que c'est 21 et 23 janvier 1943, était devenue, sous la domination allemande, une base de sous-marins très puissante, et qui a été la cible de bombardements très violents, puisque, essayant de percer ces mètres de béton, on a utilisé, je crois, jusqu'à des bombes jumelées de 6 tonnes. Et la destruction de la ville a dispersé, évidemment, tous les gens qui, de gré ou de force, travaillaient pour les Allemands dans ce qui était encore l'arsenal et la base. Alors, l'occupation de l'Orient, ça a duré, dans le fond, de juillet 40 jusqu'à mai 45. Et la poche de l'Orient, qui comportait plusieurs dizaines de milliers de combattants, venait très près de la Trinité-sur-Mer, à Ploharnel, puisque la presqu'île de Quiberon faisait partie de la poche, c'est-à-dire même pas 10 kilomètres. Et la guerre a continué, et s'est terminée par la reddition
de cette garnison et la fin d'une épreuve pour la ville de Lorient qui a été complètement détruite. Il n'y avait plus, comme dans certaines villes allemandes, que l'église qui restait. Il semble que les églises sont les bâtiments les plus solides. On va voir ce que ça donne avec le pape actuel. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. À bientôt.